Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors ici, je vais vous dire quelques mots sur les autres applications de l'approximation des particules indépendantes. Alors d'abord, quand on résout l'équation de Schrödinger pour un atome, avec un électron, comme nous l'avons fait, pour l'hydrogène, ou un hydrogénoïde, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on a plus qu'un électron, l'équation ne peut pas être résolue analytiquement, on n'a pas de solution exacte. Il faut utiliser diverses méthodes d'approximation. Alors que dire quand on a un atome avec 20, 30 ou 40 électrons? Alors une solution simple, c'est de se dire, résolvons-le avec un électron. On obtient tous les niveaux d'énergie comme on a vu pour l'hydrogène, et puis on remplit ces niveaux-là avec les électrons. Alors, le résultat, en fait, n'est pas très bon. Le remplissage qu'on obtient ne correspond pas fort bien à ce qui est observé au niveau des atomes. C'est même assez mauvais. Une autre approche, qui est un peu une méthode des particules indépendantes, consiste à dire, prenons un électron et calculons, une fois on résout l'équation de Schrödinger pour cet électron, et une fois qu'on a obtenu la solution, calculons la probabilité qu'on a de le trouver à une certaine distance du noyau. Et faisons l'hypothèse qu'il a une distribution sphérique autour du noyau. À ce moment-là, on peut tenir compte de l'effet de cette distribution sphérique dans le potentiel électrostatique du noyau et résoudre l'équation de Schrödinger pour un électron supplémentaire dans ce potentiel moyen dû à l'électron ou aux électrons déjà présents. Et on fait ainsi de suite, pour chaque électron qu'on ajoute, on calcule la solution et on calcule la distribution sphérique et on obtient une nouvelle équation de Schrödinger avec un nouveau potentiel. Alors cette méthode est soluble parce que l'équation de Schrödinger peut être résolue avec des potentiels à symétrie sphérique. Ça donne des équations parfois un peu complexes si le potentiel n'est pas strictement le potentiel de l'interaction de Coulomb, ce qui n'est plus le cas puisqu'on a une certaine distribution d'électrons à une certaine distance qui donne une modification qui n'est pas triviale au potentiel, mais ça reste résoluble. De plus, pour les électrons qui sont sur les niveaux que nous avions appelés S, la distribution est bel et bien sphérique. Donc là, il n'y a même pas d'approximation. Si ce n'est qu'on néglige l'interaction entre le nouvel électron et l'électron déjà présent. Par contre, pour des orbitales de type P ou D, par exemple, il est clair que cette approximation est nettement plus grossière. Vous vous rappeliez que les orbitales avaient plutôt la forme d'un trèfle ou d'un sablier. Et là, on suppose que la distribution elle est sphérique. Donc, c'est plutôt grossier. Mais, en procédant ainsi, électron par électron, on obtient un résultat qui est plutôt bon, qui donne plutôt bien, qui décrit plutôt bien les propriétés de chaque atome. De plus, les niveaux, bien que décalés, sont à peu près semblables à ceux de l'hydrogène, avec les couches S, P, D, exactement comme pour l'hydrogène, si ce n'est que les valeurs de l'énergie sont nettement différentes. Elles varient fortement. Nous verrons cela d'un peu plus près, d'ailleurs, plus tard. Et le remplissage de chaque niveau, comme nous l'avions vu, correspond à des états plus stables. Et cela explique bien les propriétés périodiques du tableau des éléments, puisque le remplissage des lignes du tableau correspond à des remplissages de niveau d'énergie dans les états de l'électron, des électrons autour de l'atome. Ainsi, lorsque les couches sont remplies, parfaitement remplies, on trouve les gaz rares, hélium, néon, krypton, qui sont des gaz dits inertes, qui ne réagissent pas chimiquement ou très peu, sauf dans des cas particulièrement extrêmes. Sinon, ils sont presque inertes, et donc, cela est bien expliqué par le modèle de ce remplissage des différents niveaux d'énergie de l'électron. Par contre, si on a
un remplissage complet plus un électron, ou un électron de moins, on a là un électron qui est particulièrement réactif, parce que par exemple l'électron supplémentaire a une énergie nettement plus grande, et donc cet atome va avoir tendance à céder, à donner facilement cet électron. Et une couche avec un électron de moins, l'atome capturera volontiers un électron pour remplir sa dernière couche. Et cela explique par exemple que des atomes comme le sodium ou le fluor soient des éléments chimiques particulièrement réactifs. Nous verrons cela plus tard, plus en détail. Un autre cas où l'approximation marche bien, c'est en physique nucléaire. Alors, en physique nucléaire, on a des protons et des neutrons qui sont liés dans un noyau de très petite taille par l'interaction nucléaire, dite aussi interaction forte. Elle est dite ainsi parce qu'elle est beaucoup plus intense que l'interaction électromagnétique. Donc les physiciens ne s'attendaient pas à ce que l'approximation des particules indépendantes soit très utile avec des interactions aussi intenses entre particules, alors qu'avec l'approximation des particules indépendantes, on ignore carrément les interactions, ça semblait illusoire. L'expérience montra rapidement que les noyaux les plus stables avaient des nombres de neutrons ou de protons, ou les deux, des nombres de neutrons ou de protons bien particuliers. 2 neutrons ou 2 protons, 8, 20, 28, 50, 82. Dans ces cas-là, les noyaux étaient particulièrement stables. Ces chiffres semblaient totalement incompréhensibles. Il fut rappelé, porte encore ce nom, de nombre magique de neutrons et de protons, parce qu'on ne les comprenait pas. Et puis, certains utilisèrent alors le modèle des particules indépendantes. Ils ont dit, tant pis pour l'interaction forte, faisons comme si les particules étaient indépendantes. En réalité, cette approximation n'est pas tout à fait à justifier, parce que l'interaction forte a une propriété, à savoir, l'interaction nucléaire n'agit qu'à très courte distance, très très courte. Ainsi, un proton ou un neutron, dans un noyau, n'interagit qu'avec ses voisins immédiats. Aucune interaction avec les protons, neutrons plus éloignés. Donc on peut dire, il y a peut-être quand même une chance qu'en ignorant ces interactions, ça soit peut-être pas si mauvais. Et le modèle donne un modèle en couche, un peu comme les niveaux de l'électronique, comme les orbitales électroniques. Et, oh surprise, il redonne ces nombres magiques. Le niveau et le remplissage donnent ces nombres de 2, 8, 20, etc. Ce n'est que pour les nombres plus grands, 50, 82, que le modèle a des écarts, des différences. Les physiciens découvrirent qu'en rajoutant une correction, qui est la correction dite spin-orbite, donc le proton et le neutron ont un spin, ils ont également un mouvement orbital au sein du noyau, dans le noyau, et en tenant compte de l'interaction entre ce spin et le mouvement orbital, on corrigeait le modèle et on retrouvait cette fois-ci les nombres magiques exacts, tels qu'observés par l'expérience. Et on aboutissait ainsi à de bons modèles des noyaux qui permettaient de les expliquer. Ce n'est qu'avec les noyaux les plus exotiques, les plus extrêmes, généralement très instables, très radioactifs, qu'il fallut concevoir des modèles plus complexes. Voilà donc un cas aussi où l'approximation des particules indépendantes donnait de bons résultats. Et l'approximation des particules indépendantes s'est avérée extrêmement riche. Nous avons vu son usage en physique statistique, où on considère les particules comme indépendantes, et les succès extraordinaires de la physique statistique. Elle a eu aussi de grands succès dans la physique de l'état solide, dans la biologie et dans bien d'autres domaines. Elle donne souvent de bons résultats. C'est simplement que, par rapport à l'expérience, il y a parfois des écarts, plus ou moins importants, qu'on peut expliquer par différents effets négligés par cette approximation. Les détails des phénomènes ne sont pas toujours expliqués par cette approximation. Pour tenir compte de ces détails ou de ces écarts, pour les calculer, c'est souvent beaucoup plus difficile pour des modèles plus sophistiqués, avec des approximations moins fortes,
mais aussi des développements, des théories beaucoup plus complexes. Alors justement, nous allons maintenant passer, dans la prochaine vidéo, à des méthodes plus sophistiquées. Donc nous allons voir, pour les états de type atome, la méthode, ou les états dits liés, la méthode dite des perturbations stationnaires. Je vous remercie.